Bonjour à tous et bienvenue sur le Modcast, le podcast des apéros motion design. Notre objectif est de faire rayonner le motion design et les métiers qui s'y rattachent dans une ambiance de rencontre et d'échange. Rencontrer les créatifs, découvrir leur parcours et leur quotidien, ça vous dit ? Dans ce nouvel épisode, je discute avec Laure Chapalon, cofondatrice de l'association We Love Your Names et coordinatrice de formation et enseignante à l'école des Gobelins. On parle entre autres de son parcours atypique, de son rôle dans l'école et de générique. Sans plus attendre, je vous laisse suivre ma discussion avec elle. Bonne écoute. Salut Laure, tu vas bien ? Oui, ça va et toi José ? Ça va, merci. C'est une bonne semaine là qui se termine pour toi, on enregistre vendredi ? Oui, c'est une semaine dense qui se termine, mais... ouais, bien dense. Ouais, comme d'habitude. Mais, comme d'habitude. Et pour toi, ça va ? C'était une semaine intense ou tranquille ? Ça allait, honnêtement, ça allait de mon côté, j'ai eu de la chance, mais c'était plutôt tranquille, c'est vrai. Donc toi, tu es enseignante et coordinatrice de formation au Gobelins ? Oui. Entre autres ? Donc, qu'est-ce que je fais ? J'enseigne donc à Gobelins. J'enseigne. Tu veux peut-être savoir quelle matière j'enseigne ? Ouais. Donc j'enseigne en fait la culture du design graphique, la culture du motion design. Je m'occupe des studios de création aussi. Donc en fait, studio de création, quand on dit studio de création, c'est comme quand il y avait des BTS design graphique. Ça veut dire qu'en gros, on donne un sujet qui pourrait être un sujet réel, quoi, dans la vie réelle. Okay. Et on donne toute une méthodologie aux étudiants pour répondre à la commande, quoi. Voilà. D'accord. Mais ça, c'est des projets de groupe, du coup, ils sont à plusieurs. Il y a tout, en fait. Il y a des projets de groupe, il y a des projets seuls. On essaye de varier. Ok, cool. Et voilà. Et je coordonne donc 2 formations à l'heure actuelle. Je coordonne la formation graphisme motion design en temps plein en 1 an et le bachelor 3e année de graphisme motion design aussi. Ok, d'accord. C'est quoi la différence Oui, quelle est la différence entre les deux? En fait, l'année de graphisme motion design en temps plein, c'est juste 1 année. D'accord. Et c'est la formation historique en fait en motion design de Gobelins. Elle existe depuis super longtemps. Je sais. Franchement, elle existe depuis peut-être une petite vingtaine d'années maintenant. Enfin, c'est vraiment, ça fait très très longtemps okay. qu'elle est, au moins 15 ans en tout cas, ça c'est sûr. Et en fait, on prend des élèves qui ont fait une formation. Alors à la base, c'était un bac+2 minimum, mais il y a plus de BTS de design graphique. Donc on prend des bac+3, des bac+4, des bac+5. Après, ça peut être aussi des gens qui ont commencé à travailler puis qui ont envie de se reformer pendant 1 an. Et donc voilà, ils viennent à l'école pour 1 an et on leur donne les bases du motion design. D'accord. Voilà. Okay. Et cette formation-là, elle existe aussi en alternance, mais c'est pas moi qui la gère. C'est ma collègue Audrey Doxé qui la gère. Okay. Et ensuite, on a donc une autre formation en graphisme motion design, c'est celle en 3 ans, c'est un bachelor. Donc là, on prend des étudiants qui ont juste un niveau bac et on les amène en 3 ans à un niveau bac+3, quoi. Voilà. Ok, donc c'est plus approfondi, quoi. On va plus dans la technique et tout ça. En fait, disons que c'est différent parce qu'au final, quand on a les élèves en 1 an, ils ont déjà eu d'autres formations avant, donc en fait, ils connaissent. Enfin, la plupart ont fait des études en graphisme. Okay. Mais il y en a certains qui viennent d'architecture, de design, du design en général, du design d'objets, etc. Il y en a qui viennent, on a des gens plus on a quelques personnes qui viennent du cinéma d'animation aussi de temps en temps. Ah oui, voilà, d'accord. Ouais. Et cool. Et donc, mais voilà, ils ont tous, en fait, ils ont déjà appris ce que c'est le design ou alors le design graphique où ils ont une pratique qui se combine bien, quoi. Qui a un lien quand même avec le design graphique. Et donc voilà, ils ont quand même pas mal de connaissances. Alors que les élèves qu'on prend en bachelor, c'est des petits jeunes padawan, quoi, tu vois. Okay. Ils savent. Certains ont fait des études quand même. On fait un lycée art appliqué ou des choses comme ça, donc ils ont quelques bases. Mais il y a des étudiants, ils ont jamais fait
du tout de dessin ou design, enfin de design graphique. D'accord. Après c'est vrai qu'on les prend sur dossier, donc oui, quand je dis dessin, non, la plupart ils aiment bien dessiner tout ça. Mais voilà, donc on peut approfondir. Enfin là c'est vrai que là je m'occupe de la 3e année, donc c'est vrai qu'on approfondit des choses qu'on peut pas approfondir en un an. Mais en même temps, sur 3 ans, on a dû les former au début sur qu'est-ce que c'est concevoir, qu'est-ce que c'est la direction artistique. Enfin donc forcément, ça prend du temps tout ça, quoi. Donc c'est clair, ouais. c'est clair. D'où les cours de culture, design et tout ça. Je Ouais. pense que c'est important pour avoir des bases homogènes pour tout le monde, quoi. Ouais, carrément. Ok, cool. Elle est récente, cette formation Alors ouais, le bachelor est super récent. Il existe depuis 3 ans en fait. C'est la 3e année là. C'est la première. Ah oui, donc année c'est qu'on la sort. première promo. Ouais, Ok. ouais, c'est la première promo. Cool. Et en fait, c'est parce que Gobelin a décidé de monter cette promo, ouais, parce que en fait, il y a eu la réforme du BTS il y a 3 ans. Oui, il y a 3 ans, hein, c'est ça. En gros, voilà, il y avait avant pour faire du design graphique, on faisait un BTS et ça n'existe plus. Et du coup, l'éducation nationale a changé ça avec un DNMAD, diplôme national des métiers d'art et du design. Et donc suite à ça, en fait, l'école a décidé de monter un bachelor en motion design. Voilà. D'accord. Est-ce que toi, tu étais déjà prof de ces matières-là avant, du coup? Alors, donc tu veux peut-être que je te raconte un peu mon parcours, c'est ça? Ouais, je veux bien. Ouais. Comment on devient enseignante et coordinatrice En fait, l'histoire, c'est que moi, j'étais graphiste à la base. Okay. J'ai fait Penningen, en fait, donc en design graphique, direction artistique. J'ai fait mes 5 ans là-bas. Et quand je suis sortie, j'ai commencé à travailler. À la base, je travaillais aux bandes annonces de France 5. Voilà, c'est un des premiers boulots que j'ai trouvé. Okay. Et puis, je faisais du freelance. Et puis après, j'ai travaillé dans une boîte de pub qui s'appelait Blue Marlin, qui n'existe plus à l'heure actuelle. Enfin, il s'appelle Blue, il me semble. Et j'étais assistante de directrice artistique. Et c'était mon premier travail en CDI. Donc, ça m'a, je suis partie de chez papa, maman et tout, j'étais trop contente. Mais et après, il y avait une super ambiance là-bas. Et puis aussi, en fait, c'était une boîte de production de pub, donc il y avait aussi une boîte de post-prod et une boîte qui faisait plus à la fois post-prod et des films d'animation. Ça s'appelle, à l'époque aussi, ça s'appelait chez Eddy, mais maintenant ça s'appelle Eddy TV. Eddy TV. Ouais, okay. Et ils font des trucs géniaux. Et du coup, ça m'a, j'avais bien aimé aussi toute la partie post-prod et tout ça. Et en fait, okay. Voilà, tout ça m'intéressait. Les gens avec qui je travaillais étaient chouettes, mais par contre, travailler pour la pub, c'est vrai qu'en fait, ça m'a pas passionnée, quoi. D'accord. Et du coup, au bout d'un moment, j'ai voulu partir, au bout d'1 an et demi. Et je me disais, est-ce que je me lance en freelance ou pas? Et puis, je sais pas quoi faire de ma vie, parce que je voudrais donner du sens à ce que je fais. Et du coup, j'avais un pote qui était prof de guitare, qui m'a dit, mais Laure, si tu veux donner du sens à ta vie, il faut que tu sois prof. Et donc, je me suis dit, ok, super, mais moi, j'ai jamais donné des cours et tout, donc je savais pas trop... je savais pas trop, quoi. Puis j'étais jeune, quoi. J'avais 25 ans, un truc comme ça. Donc, bon. Et puis, finalement, je me suis dit, allons-y, quoi. Donc, j'ai postulé à plein d'endroits. Et en fait, à Gobelin, en fait, j'ai rencontré Hervé Tissot, qui était qui était le coordinateur et même manager à l'époque des départements design graphique et photo. Et qui s'occupait, et en fait c'était lui qui était à Gobelin et qui en fait il s'occupait donc d'une formation en 1 an qui était une formation professionnalisante qui s'adressait à des jeunes qui avaient un BTS en design graphique mais qui devaient venir plutôt à la base dans cette année plutôt pour se spécialiser en print, etc. Et c'est lui qui s'est dit à un moment, il s'est dit non mais faut arrêter la spécificité print pour cette année, il faut aller vers le motion design. Et donc il était en plein, il venait juste d'avoir ces réflexions-là et tout ça quand je suis arrivée. Et du coup, il a vu que je faisais de l'After Effects, donc il s'est dit cool, alors vas-y, viens donner quelques cours. Et puis en fait, ça s'est transformé de donne des cours sur After Effects à fait un cours sur les génériques de films.
Ok, d'accord. Et en fait, Sans transition, quoi. ouais, voilà. Et du coup, je me suis dit, mais il faut que je saisisse cette opportunité parce que c'est trop bien Gobelin et tout ça. Et donc j'ai dit, ok, sauf que j'y connaissais rien du tout au générique. Enfin, genre si je connaissais, mais genre genre un petit peu, mais pas plus que tout le monde, quoi. Et, Ok, et j'ai eu trop de chance parce que j'ai une de mes meilleures amies qui m'a dit, enfin qui a fait les arts déco et qui m'a dit, ah j'ai un copain qui a fait un mémoire sur les génériques et qui s'appelait Grégoire Pierre et du coup il m'a prêté son mémoire hyper gentiment et donc j'ai appris plein de trucs grâce à lui et donc j'ai préparé un cours et j'ai donné un cours sur les génériques et en fait ça a plu à Hervé, ça a plu aux élèves apparemment et moi ça m'a passionné en fait du coup j'ai adoré faire ça trop bien. et après du coup bah ils m'ont rappelé là c'était donc un cours ça a duré enfin c'était une fois j'ai fait une intervention de je sais pas 3 ou 4 heures et c'est tout et après ben en fait ils m'ont rappelé de temps en temps je faisais du suivi de projet enfin non au début en fait je faisais que j'ai juste dû faire quelques cours sur l'histoire du générique de film mais c'était enfin au lieu d'en faire qu'un j'en faisais quelques-uns dans l'année mais pas beaucoup et puis Ok. en fait au fur et à mesure ils m'ont appelé pour faire du suivi de projet et puis voilà, et puis en fait à un moment je me suis dit, enfin c'est vrai que, enfin il y a bah maintenant on va dire il y a 7-8 ans, je me suis dit que c'était vraiment chouette ce que je faisais là-bas, donc j'ai voulu m'investir un peu plus, mais juste j'ai essayé de donner plus de cours et enfin je leur avais dit que j'étais open quoi pour Ok, ouais. voilà. Et Ok. et puis en fait il y a 6 ans maintenant, Hervé est parti à la retraite et donc il cherchait quelqu'un pour le remplacer et franchement j'ai pas du tout pensé à postuler. Et c'est Hervé qui m'a dit mais Laure tu devrais postuler et j'étais mais non genre genre Hervé tu es tellement je sais pas enfin je me disais mais c'est pas possible quoi je ne peux pas faire ça je sais pas et en fait et puis en plus aussi enfin au début je me suis dit bah pourquoi pas c'est vrai et mais après il voulait que ce soit un CDI enfin qui est cool mais à temps plein et D'accord. j'étais pas sûre de vouloir faire un temps plein et puis je me suis dit ah faut que ça se tente quand même quoi et du coup j'ai commencé le temps plein il y a 6 ans et au début je maintenais un peu mon activité de freelance mais c'était compliqué quand même et puis après j'ai arrêté le freelance parce que c'est trop chronophage en fait de donner enfin de faire tout ça ça Oui, prend bah beaucoup de j'imagine temps. de préparer et tout. Ça, il y a plein de petites tâches qui font que après ça prend un masse de temps, quoi. Ouais, ouais. Tout ce qui est préparation et tout ça. Ouais, puis en fait, c'est vrai que la coordination à Gobelin, parce que c'est une école où en fait on coordonne des formations, mais c'est assez, enfin c'est ce poste-là de coordinateur, c'est pas forcément, on le retrouve pas forcément dans d'autres écoles, enfin il est pas géré de la même façon quoi. Et du coup là en fait quand t'es coordinateur, c'est toi qui cherches les intervenants, toi qui décides des cours que tu vas donner, c'est toi qui décides même des projets que tu vas mener. Euh, bref, enfin du coup tu fais quand même beaucoup de choses quoi. Ok. C'est pas C'est juste, vachement complet, quoi. ouais. Là, c'est moi qui, enfin tu vois par exemple je fais du suivi individuel avec les élèves. Ou c'est pas hyper souvent mais 2 fois par an je les reçois tous individuellement pour discuter avec eux enfin ce qui veut dire que je les connais bien et tout enfin bref c'est quand même tout un truc c'est beaucoup Ouais, faut être d'investissement quoi impliqué, quoi, ouais c'est clair. voilà C'est mais après clair. c'est ça qui me plaît aussi quoi donc, Ok, ok. Ouais, je vois que t'as pris quand même. Enfin, t'es sorti de ta zone de confort à plusieurs reprises, du coup, parce que ah ouais le fait d'enseigner, c'était pas du tout dans non ce que t'imaginais faire, quoi. alors tu m'aurais dit tu m'aurais dit il y a 20 ans tu vas devenir prof et tout j'aurais dit mais jamais de la vie genre non et en plus enfin ouais je suis hyper ouais, je suis hyper timide et tout donc non. C'était quoi que tu appréhendais le plus, du coup Ah bah de toute façon, la première fois où j'ai fait un cours, où Hervé il m'a dit de faire un cours sur les génériques, sérieusement, très sérieusement, j'ai perdu 3 kilos. Je te promets, c'était horrible. Mais en même temps, c'était chouette, quoi. Donc voilà. Mais je sais même, ouais, enfin, comment j'ai fait? Bah, je sais pas, je me suis beaucoup entraînée. Enfin, la première fois que j'ai fait cours, je me souviens, je me suis entraînée 50 000 fois devant enfin non, peut-être pas 50 000 fois, mais je me suis entraînée devant des copains et tout, tu sais, pour faire mon cours. Ok, ok. En plus, il fallait que je le fasse en anglais. C'est vrai, je m'en souvenais plus. C'était en anglais, c'était horrible. Voilà. Ah oui, Parce que je suis d'accord. pas bilingue non plus. C'est genre, oh là là. Enfin bref.
Mais bon, je me souviens que ce cours, quand même, j'avais tout écrit, quoi, parce que voilà, et je m'étais entraînée devant des copains, donc j'arrivais à lever les yeux de mes feuilles, mais en fait, quand je suis arrivée devant les élèves, je crois que j'ai vraiment beaucoup lu, quoi. Mais bon, ça n'a pas dérangé, donc ouais. Pour une première expérience, ouais, Oui. c'est Non, quand mais, même. mais je sais qu'au tout début, j'ai donné quelques cours. Franchement, quand même, enfin, j'ai du chemin parcouru parce que les premiers cours que je donnais, quand même, j'étais hyper stressée. Je me sentais pas légitime parce que j'étais face à des jeunes qui avaient mon âge. Enfin, donc c'était compliqué. Et puis j'ai l'impression qu'il fallait être une universitaire, tu sais, alors que je suis pas du tout. Enfin, j'ai pas fait l'université, moi. Enfin, j'ai l'impression qu'il fallait faire un doctorat et avoir, enfin bref, pour pouvoir parler à des gens. Du coup, je me sentais pas du tout à ma place, donc c'était un peu dur, mais bon, il y a quand même des élèves qui accrochaient parce que a priori le contenu des cours était intéressant. Mais après, il m'a fallu du temps pour comprendre qu'en fait, c'était pas grave, en fait, que t'avais pas besoin d'être, enfin, fallait juste que je sois moi-même, quoi, pour que ça marche. C'est le truc tout bête, hein, ça paraît con parce que c'est le truc assez évident, mais en fait, ouais, ça a mis du temps à arriver dans mes neurones qu'il fallait que je sois moi-même. Et à partir du moment où où je me suis rendu compte de ça, ça a beaucoup mieux marché aussi. Tu penses que c'est quoi qui t'a fait prendre conscience de ce déclic-là, de lâcher prise, ouais, de lâcher entre prise, guillemets? je sais plus trop, mais franchement, je sais plus. Parce que je commence à être vieille, alors il y a des trucs que j'oublie. Mais non, mais je sais que j'ai eu ce déclic-là et je sais même plus pourquoi je l'ai eu. Mais je crois qu'en fait, c'est parce qu'aussi un jour, je me suis dit, bah laisse tomber, je vais être plus à la cool, quoi, et qu'en fait, ça a bien marché et que je me suis dit, mais pourquoi je me suis mis la pression pendant toutes ces années, c'était débile, quoi. Ouais. Ok. Ouais, c'est intéressant comme évolution du coup de profil, c'est trop bien. Et du coup, pareil pour devenir coordinatrice, quoi. Tu te sentais pas du tout. C'était quoi? Tu te sentais pas capable? Tu te sentais pas à l'aise avec ce poste-là ou? Non, mais tu sais, je pense que, enfin, il y a plusieurs trucs. Déjà, en fait, je remplaçais 2 personnes quand je suis arrivée, et c'était des hommes qui avaient 60 ans, et du coup, moi, jeune femme de 34 ans qui en plus s'était jamais dit qu'elle allait faire ça de sa vie, quoi, tu vois. Enfin, j'étais hyper contente en fait de donner plus de cours et tout ça, mais je m'attendais pas en fait à faire une espèce de virage à un moment où j'allais faire que ça, quoi. Et du coup, enfin, c'est vrai que je me sentais pas légitime parce que aussi, ouais, c'est vrai que je suis arrivée là. Enfin, je suis arrivée là parce qu'un jour je me suis dit, oh, j'aimerais bien être prof. Et que voilà, enfin, j'aimerais bien enseigner un peu, puis voilà. Et puis après, il y a Hervé qui me dit, bon bah je m'en vais. Laure, tu pourrais me remplacer. Et moi, je dis, mais quoi? Enfin, mais tu vois, et le truc, enfin, oui, il y a le truc aussi de l'éducation. Enfin, finalement, enfin, je suis une femme, j'ai pas confiance en moi, enfin, tout ça, quoi. Et je dois remplacer 2 hommes qui sont beaucoup plus vieux. Enfin, je pense il y a l'âge et. Oui, d'accord. Ça, ok. Bon, heureusement, ça. Enfin, j'ose espérer que ça a tendance à changer les mentalités de ce côté-là. Ouais, c'est plutôt de bon augure oui. pour le futur, en tout cas, j'espère. Est-ce que du coup, parce que tu me disais que tu combinais le freelance aussi en même temps au début, oui. avec la coordination, est-ce que à l'heure, enfin au jour d'aujourd'hui, tu continues à produire du contenu créatif? Non, pas du tout, plus rien. Ok. Est-ce que ça te manque ou pas? Non, c'est bizarre, mais ça me manque pas. Enfin, je sais pas comment dire. En fait, j'aime. Ouais, je préfère ce que font mes élèves. Ok. Voilà, donc voilà. Et puis en plus, ma vie est tellement, enfin là, elle est bien remplie, quoi. Ouais. Parce que depuis que j'ai commencé à être coordinatrice aussi, j'ai eu 2 enfants. J'ai eu 2 enfants, donc j'ai un enfant qui a 4 ans et demi et une petite fille qui a 2 ans et demi, donc ça fait quand même un paquet de trucs à faire. Ouais. Donc franchement, enfin j'ai absolument, enfin j'y pense même pas en fait. Enfin, et des fois j'ai des amis qui me disent, ah alors j'aimerais bien que tu refasses des trucs et tout, et qui me donnent même des challenges, genre ouais alors enfin je te commande un truc pour dans je sais pas dans un mois il faudrait que tu me fasses un truc, et en fait je le fais pas, ou alors si je le fais je trouve ça nul, enfin tu vois, genre je m'y prends la veille parce que, et en fait enfin bref, donc laisse tomber, quoi. Non, je fais plus rien, c'est très bizarre, mais peut-être que ça reviendra plus tard, je sais pas. Peut-être. En tout cas, je vois sur les dessins derrière que les gènes sont bien passés dans la créativité. Ah, c'est cool. Moi, j'ai une vision de l'enseignant. Tu me dis si je me trompe, mais
Pour moi, c'est très répétitif. C'est toujours dans la répétition. Est-ce que tu as ce sentiment-là, toi, de ton côté? Il y a un côté répétitif, mais finalement pas tant que ça. Pour l'instant, je le ressens pas encore trop. En plus, enfin, il y a quand même. Je pense que ouais, il y a aussi. C'est vrai que le fait de lâcher prise aussi, c'est aussi dû effectivement au fait que tu maîtrises de plus en plus quand même le contenu de tes cours, quoi. Mais en même temps, finalement, enfin, par exemple, donc le cours sur les génériques, quand même, là, je le maîtrise sur le bout des doigts quand même, parce que ça fait des années que je le répète. Mais il y en a, il y a plein d'autres cours en fait que je crée. Tous les ans en fait tu te renouvelles, et puis en fait je pense que si tu te renouvelles pas tu t'ennuies quand même. Et puis ou alors tu affines ce que t'as fait, parce que il y a plein de trucs où en fait t'as fait une fois un truc et puis après tu te rends compte que c'était quand même pas suffisant, enfin il y avait des trucs à améliorer, donc t'améliores, puis aussi il y a plein de choses, enfin ça se renouvelle tout le temps aussi parce que le monde évolue, quoi, et que du coup si tu veux rester si tu veux pas dire des choses qui sont complètement obsolètes, c'est clair. Voilà, quoi. Donc, faut être à jour, quoi. Faut être à jour, ouais. Et puis en fait, ouais, c'est vrai qu'aussi, comme on fait pas mal de trucs avec les. Enfin, en fait, il y a la partie culture, qu'on va dire, et puis il y a la partie aussi projet, suivi de projet. Bah là, je me répète jamais, vu qu'en fait. Mais les projets changent tout le temps. Tout le temps, donc voilà. Et puis en plus, c'est vrai que depuis que je suis à Gobelin, j'ai enseigné dans plein de formations différentes, parce que donc il y a la formation graphisme motion design en 1 an en temps plein. Bon, celle-là, je l'enseigne depuis longtemps. Mais après, j'ai enseigné au BTS que je connaissais pas du tout, donc il a fallu que je comprenne comment ça fonctionnait un diplôme éducation nationale, parce que j'étais assez étrangère à tout ça. Enfin, après, il y a le bachelor qui s'est monté, donc il a fallu savoir comment enseigner à des jeunes de 18 ans, alors que le motion design, alors que j'avais jamais fait ça, que mon public c'était plutôt des 20-30 ans, quoi. Ce qui change quand même vachement la donne. Enfin bref, donc pour l'instant ça va, je m'ennuie pas. Cool. Et j'ai pas l'impression de me répéter trop. J'espère, mais ça se trouve, mais c'est le truc, c'est la hantise, c'est de devenir le prof qui a l'impression de tout savoir, et parce qu'il y a des super profs évidemment qui t'apprennent plein de trucs, et puis il y a les profs super nuls là qui ont l'impression d'avoir la science infuse et qui sont hyper paternalistes, et qui si tu sais pas un truc ils se disent quoi, tu connais pas ça? Désolée, je sais pas. Ouais, je suis sûr on en a tous un en tête là qui a popé instantanément, c'est sûr. Ok. Est-ce que toi t'as une préférence entre les différentes branches dans lesquelles t'as enseigné, plutôt les types d'élèves, ou par exemple le graphisme en motion, la formation graphisme motion en 1 an où c'est à fond les ballons, ou tu préfères les bachelors où là tu forges les esprits et tout ça? Est-ce que tu as une préférence? Pour l'instant, non. Mais après, les bachelors, c'est très récent. Alors, du coup, la formation en 1 an, ce qui est super chouette, c'est que c'est une formation donc très courte, donc c'est très intense, et donc il y a un truc aussi où les élèves, ils sont hyper contents d'être là, et ils savent que c'est court, quoi. Donc il y a souvent une super ambiance de classe. Puis on fait des beaux projets, parce que donc on fait des projets avec des commanditaires réels, donc il y a des trucs, je sais pas, c'est assez excitant comme formation. Mais là, du coup, c'est la première fois que je suis des élèves sur 3 ans. Enfin, alors j'avais déjà suivi des élèves sur plusieurs années, parce qu'avec les BTS et tout ça, mais c'était souvent les BTS, je les avais que1 année. Puis après, je retrouvais les élèves, que quelques élèves dans d'autres formations, etc. Enfin bref, et c'était toujours assez agréable. Mais alors là, de suivre une classe depuis 3 ans, parce que donc là je la coordonne, mais en fait déjà la première année, la deuxième année, je faisais le studio de créa avec eux, et la culture, et plusieurs cours de culture aussi. Donc je les connais super bien, et après et donc ça c'est super agréable en fait de très bien connaître sa classe. Après c'est aussi une classe que j'aime beaucoup. Alors je me dis si tu détestes la classe avec qui t'es, genre tu les aimes pas et que tu restes 3 ans avec eux, ça doit être genre non, au secours. Mais bon, après ça m'arrive très très rarement de pas me sentir à l'aise avec une classe, parce que souvent les élèves sont chouettes quand même. Mais ça arrive. Ça arrive qu'il y ait une classe qui prenne pas, ou même que séparément les élèves soient sympas, mais en fait entre eux c'est juste horrible, quoi. Mais c'est rare quand même. Enfin à Gobelin en tout cas c'est rare, mais ça arrive. Et c'est vrai que c'est pas très agréable en fait de donner cours dans ce genre de classe. Mais là c'est une classe où en fait les élèves s'entendent bien, et en plus ils sont vraiment tous très mignons, quoi. Même si on a certains qui sont un peu plus retors que d'autres, mais ça va quand même.
Et et en fait, ouais, c'est plutôt même hyper agréable. Enfin, l'année dernière, j'étais pas obligée en fait de les coordonner cette année. Enfin, c'est un choix aussi de les avoir d'avoir décidé de coordonner cette classe. Et c'est vrai que c'est parce que Ok. j'avais envie aussi parce que bon, j'avais envie de clore les 3 années quoi. Bah oui, ouais, Un c'est clair. peu, ouais, j'avais envie que ce soit moi qui clôt ces 3 années parce que je me dis que j'ai l'impression que je fais bien mon boulot aussi. Je suis en train de m'envoyer des fleurs, mais c'est voilà. Ah, mais c'est bien de le Euh, savoir. Hein. et j'avais envie de suivre cette classe sur 3 ans. Ouais. J'étais trop contente de pouvoir faire ça avec eux quoi. Ok, Voilà. cool. Cool, cool. Est-ce que tu remarques des difficultés ou des facilités communes à plusieurs élèves Bah, dans... les difficultés communes. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme difficulté? Bah, la difficulté déjà peut-être à conceptualiser. Je pense que ça c'est la plus grosse difficulté. Parce qu'en fait souvent enfin c'est normal aussi les étudiants ils viennent parce qu'ils aiment bien ils aiment bien dessiner ou ils aiment bien bidouiller sur Photoshop ou ils aiment bien déjà travailler sur Blender ou déjà After Effects ou des trucs comme ça. Et Ok, enfin ça je parle plutôt pour ceux qui sont en 3 ans. Et du coup ouais, enfin je trouve ça je trouve que c'est le truc le plus compliqué ouais, d'expliquer enfin il s'agit pas que de faire des jolies choses quoi ou des choses techniquement incroyables, il s'agit d'avoir une idée et aussi de savoir l'expliquer à ton commanditaire, enfin toute cette phase là aussi ouais, de conceptualisation et ensuite même d'explication de de ton idée, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus difficile à acquérir il me semble et de travailler sa direction artistique aussi, tu sais, de trouver une DA et de savoir la tenir sur une production de A à Z. ok, ouais. En fait, ouais, c'est le b.a-ba, quoi, mais en fait, c'est ça qui est le plus compliqué, je trouve. D'accord. Ouais, donc donner du sens à une direction et défendre Ouais. son point de vue sur un projet, quoi. C'est ce qui est le plus compliqué. Ok, ok, c'est intéressant. Est-ce que tu aurais des clés justement pour surmonter ce, ce défaut-là, entre guillemets? Qu'est-ce Euh, qui pourrait aider c'est de, je sais pas, lire des ouvrages ou... je pense que, enfin, lire des ouvrages et puis, enfin, surtout, se cultiver, en fait, tu vois, regarder, enfin, je pense que plus tu connais aussi l'histoire du design graphique, du motion design, enfin bref, de tout, quoi, Mhm. et puis, ouais, et puis aussi, enfin, je sais pas, j'en discutais avec un collègue là qui travaille dans une autre école. Et après, des fois, j'ai l'impression que c'est le discours, tu sais, du vieux prof qui dit ah. Mais parce que, enfin, mais je sais pas, je suis un peu, je ne sais quoi penser de ce truc-là, mais c'est vrai que il y a ce truc, enfin, il y a ce truc quand même de Instagram et les réseaux sociaux qui font que tu regardes, enfin, qu'il y a une espèce de truc où tu vois plein de trucs, mais en même temps, il y a enfin, du coup, plein de trucs très différents. Mais en même Mhm. temps, il y a des styles qui ressortent et en fait, où t'as l'impression des fois que du coup, on s'inspire tout le temps des mêmes trucs, quoi. Et, Ok, euh, ouais. et donc, en fait, des fois, les étudiants ou les étudiantes ont envie de faire, enfin, ont des références communes qui font qu'en fait tout se ressemble au fur et à mesure quoi. D'accord, ok. Et donc c'est aussi essayer de puiser évidemment, enfin trouver un truc qui te plaît et enfin qui soit un peu différent de ce que Mhm. fait tout le monde quoi. Mais ça en fait franchement je dis ça mais en même temps les profs ils nous disaient ça déjà quand j'étais étudiante qu'en fait je crois que c'est un truc qu'on dit tout le temps à tout le monde que les styles sont toujours pareils, qu'en fait il faut aller puiser. Bon bref, mais en même temps c'est normal aussi que quand t'es étudiant tu t'es intéressé par la nouveauté et par enfin voilà, par les trucs cool. Mhm. Mais et ce qui est bien en fait parce que aussi les trucs nouveaux et tout ça c'est chouette. Mais c'est vrai qu'après essayer de repartir sur des vieux trucs pour les remettre au goût du jour justement C'est plus compliqué. c'est plus compliqué, mais c'est ça aussi qui fera que tu trouveras un style peut-être un peu, enfin que tu te démarqueras aussi quoi, je pense. Ok, ok, ok. Ah, c'est intéressant. Et puis pas se nourrir que du motion, aimer tu vois, aller au théâtre, enfin le théâtre je sais c'est un peu vieux, mais et puis c'est cher, mais mais je sais pas, enfin le cinéma c'est devenu super cher aussi, mais bon de toute façon tu peux regarder des films en streaming quoi, mais se nourrir de plein, enfin bon, mais c'est ce que je pense font tous les élèves aussi, mais
mais vraiment se nourrir de plein de trucs différents aussi, pas que regarder le motion, regarder bien du sûr. cinéma d'animation, du cinéma, s'intéresser à l'architecture, à la peinture, à la sculpture, tout ça quoi. Ouais, La faut être une littérature. éponge, quoi. Faut Ouais, c'est s'imprégner ça. de tout ce qu'on peut. Mais je pense qu'après, tout le monde dit ça, hein, de toute manière, c'est pas nouveau, quoi. Mais en même temps, c'est Oui, les oui, fondamentaux, quoi. c'est essentiel, ouais. Mm. Clairement, clairement. Tu me dis si je me trompe, là, encore une fois, on peut en discuter, mais de comment tu as formulé la chose, j'ai l'impression que tu as un point de vue peut-être pas négatif, mais à prendre avec du recul les réseaux sociaux, tout ce qui est réseaux sociaux. Non, en plus, Qu'est-ce que tu en penses du tout de moi, je tout trouve ça ça? merveilleux. Enfin, je trouve ça incroyable. C'est merveilleux et en même temps, ça, c'est des côtés positifs et négatifs. Mais non, mais franchement, moi, je me Par dis, rapport à l'uniformisation des styles et tout ça. oui, ça surtout. uniformise un peu, mais après, c'est quand même génial. Le nombre de trucs qui sont accessibles grâce à Internet, c'est quand même le paradis. Après, je dis ça. On est d'accord, Internet, c'est une super belle promesse. Après, on est d'accord que c'est pas forcément si génial que ça, si c'est pas l'utopique qu'on a cru inventer. Mais ouais, moi, je me dis souvent, en fait, quand j'étais étudiante, il y avait pas, Internet était balbutiant. Et donc, il y avait pas tout ce qu'il y avait. Et en fait, moi, en plus, je viens pas d'une famille qui faisait du design graphique. Juste, moi, j'aimais dessiner et mes parents, ils m'ont dit « Ah, tu devrais faire du design graphique parce que t'aimes bien dessiner et qu'il faudrait que tu gagnes ta vie, donc les beaux-arts, c'est pas cool. » donc c'était chouette, parce qu'ils m'ont orienté vers un truc qui me plaisait, mais ils avaient aucune culture graphique et moi non plus, j'en avais pas. Et en fait, donc les profs nous disaient d'aller dans les librairies et tout ça, donc on y allait, mais quand même, j'ai mis du temps en fait à comprendre ce que c'était le design graphique et j'ai mis du temps à connaître plein de choses parce qu'en plus on n'avait pas de cours d'histoire du design graphique et tout ça à l'école, donc voilà. Alors que maintenant, c'est merveilleux, il y a plein de trucs partout, si t'aimes un artiste, tu peux trouver plein de trucs sur lui, tu peux suivre plein de gens sur Instagram qui font plein de trucs intéressants donc tu peux te sentir moins seul, j'imagine, quand tu fais quelque chose, parce que tu trouveras toujours quelqu'un qui fait un truc qui résonne en toi, quoi. Donc non, c'est super. Non, je dis pas que c'est pas bien les réseaux sociaux, c'est juste que des fois ça a tendance parfois à niveler un peu les styles. Ok. Ouais, mais il faudrait faire une étude là-dessus, hein. Ça se trouve, c'est juste une impression, comme dire c'était mieux avant, quoi. Moi, il y a un blog que j'aime bien, c'est le blog de Graphéine, ouais, où ils expliquent, ils font à chaque fois des études de cas, des logos qui sortent, et c'est trop bien. Leurs explications, elles sont trop cool, quoi. Et là, moi, je pense que c'est ce qui m'a aussi appris à défendre une idée et à me reposer sur des recherches concrètes, quoi, sur le client et tout ça. C'est super cool. Ouais, Graphéine, je regarde tout le temps, trop fan. Ouais, mais c'est vrai que c'est vachement bien. Est-ce que tu constates, toi, une évolution dans l'effectif, un intérêt grandissant pour le motion, ou pas spécialement dans les classes? Disons, c'est-à-dire, tu penses qu'il y a plus de gens qui postulent dans notre formation, c'est ça, ou juste Oui, je sais pas. Est-ce que c'est le cas, ouais, ou... Non, il n'y a pas plus de gens qui postulent, en fait. Ok. Mais après, je pense qu'en fait, il y a deux trucs aussi, c'est que il y a Gobelin, en fait, la formation en graphisme motion design, je suis pas sûre qu'elle soit si connue que ça, parce qu'en fait, nous, on nous connaît beaucoup pour le cinéma d'animation et la photo. Et donc, les étudiants savent moins qu'on existe. Et aussi, en fait, on a tellement une réputation d'école super difficile, super sélective et tout ça, qu'il y a plein de gens qui postulent pas parce qu'ils ont peur de pas avoir le niveau. Ok. Donc voilà, il y a ces deux trucs-là. Et après, non, mais si, je pense qu'il y a quand même un intérêt grandissant, parce que, donc pas par rapport aux gens qui postulent à Gobelin, parce que ça, c'est quand même assez stable, mais c'est plutôt par rapport à toutes les écoles qui ouvrent en motion design. Il y en a plein. Donc, s'il y a plein d'écoles qui ouvrent et qui font du motion, c'est qu'il y a un intérêt à le faire. Ouais, c'est vrai. Comment on fait pour, par exemple, pour la formation en 1 an là, de graphisme motion, comment on fait pour mettre tous les élèves sur un même pied d'égalité, quand il y en a un qui vient plus
en faisant du dessin et donc il est très attaché au format papier, l'autre qui va travailler sur iPad, une autre qui fait de la 3D Blender, une autre qui fait un autre logiciel. Comment on fait pour uniformiser un peu tous les profils? Est-ce qu'on cherche à faire ça d'ailleurs, ou est-ce qu'on cherche à les concrétiser dans ce qu'ils savent faire? Ouais, non, on cherche pas. Je sais pas si c'est très clair la question. Ouais, en fait, en gros, ce qu'on dit quand les étudiants et les étudiantes arrivent, de toute façon, le premier jour, quoi, c'est que en gros, on n'est pas du tout dans un mode compétition. Ok. Que justement, en fait, je leur dis en fait souvent que les profils sont variés et que c'est ça qui est chouette. Souvent le premier jour, c'est pas souvent, c'est tout le temps. Le premier jour, je me présente. Pour faire pareil. Enfin, je me présente. Tu me diras, tout le monde se présente, mais je me présente d'une façon un peu, peut-être, je sais pas si tous les profs font ça, quoi. Je leur dis ce que j'aime pas. Donc, je leur dis souvent, ça c'est le truc pour avoir des cadeaux après. Je leur dis que j'adore Twin Peaks. Donc, ça m'a valu, qu'est-ce que ça m'a valu un livre de cuisine Twin Peaks, un t-shirt Twin Peaks. Et donc, voilà. C'est malin, ça. C'est malin. Donc, très malin. Tu vois, t'as vu, je suis maligne. Et donc je sais plus, enfin tu vois, je leur dis quelle est ma série préférée, je sais pas, des fois je leur dis quelle musique j'écoute en ce moment, ou des trucs comme ça, enfin des trucs un peu perso, mais du coup pour aussi me mettre, enfin bien sûr j'ai quand même, enfin je suis pas leur pote non plus, mais je suis pas avoir une approche plus humaine, quoi. Ouais, voilà. Et du coup après je leur demande en fait à chacun et à chacune de se présenter aussi, mais de la façon dont ils veulent, et je leur envoie un mail quelques temps avant qu'on se retrouve à l'école, et je leur dis voilà de faire ça. Et donc alors souvent en fait la plupart se disent qu'il faut qu'ils balancent qu'ils disent alors moi je viens de telle école et je fais ci et ça, ce qui est pas forcément la demande. En fait ils font ce qu'ils veulent, quoi. Parce que le but c'est pas qu'ils montrent qu'il y a un concours de regarde ce que je fais et comment je suis fort, c'est vraiment juste bonjour, voici qui je suis, et je suis trop contente de faire partie de cette classe cette année, quoi. Ok, c'est cool. Et donc voilà, et après et donc on les prévient de toute façon en fait on les a pris parce qu'on aime bien, on a essayé de faire une classe un peu diverse aussi au niveau des profils, et qui vont tous s'apprendre les uns des autres. Et en fait le premier workshop qu'il y a en bachelor, pas en bachelor, justement dans la formation en un an, c'est un workshop tournage où ils sont en équipe de 5 et ils doivent faire un court-métrage de je sais pas 3 à 5 minutes en un mois et demi. Et donc ils ont des cours là-dessus et tout, et puis en fait ils doivent trouver un comédien, une comédienne, faire les décors, faire les lumières, enfin bref. Et c'est un vrai 5 c'est quand même une grosse équipe, quoi. Et donc ça permet, et c'est tiré au sort les équipes. Donc voilà, et donc ça permet des fois de créer des tensions, hein, c'est sûr, mais aussi d'essayer justement de discuter tout ça, puis en fait en tout cas de se rencontrer, quoi. Et donc je trouve que c'est assez chouette ce premier workshop, parce que c'est pas un workshop orienté motion design, en plus c'est vidéo, donc c'est bien sûr qu'ils vont pouvoir réutiliser des trucs qu'ils apprennent là, mais c'est pas y a pas un enjeu pareil que ah mon dieu faut qu'on fasse un super beau truc qui sera dans notre showreel, quoi, enfin je sais pas. Oui, d'accord. Okay. Et en même temps ils apprennent des trucs, et en fait je pense que je trouve que dans la dynamique de la classe ça aide vachement en fait, ce workshop là. Parce qu'après, ils se connaissent quand même plutôt bien. Et après, je fais encore un autre workshop, mais là pour les portes ouvertes de l'école, où je remélange les élèves, où ils sont par groupe de 3. Donc déjà, ils auront quand même travaillé avec 5 personnes, donc 8 personnes différentes, 7 personnes différentes déjà en début d'année, quoi. Donc je trouve que comme ça, ça permet quand même qu'ils se rencontrent. Aussi, c'est vrai par rapport au placement aussi, parce qu'ils ont chacun et chacune un ordi dans la classe. Un poste fixe, et pareil je fais tirer au sort les postes pour pas qu'ils se mettent à côté de leurs copains ou de leurs copines qu'ils connaissaient déjà de l'année dernière, quoi. Juste ils sont là, et puis après du coup ils seront obligés de discuter avec les copains copines qui sont à côté, quoi, mais sans avoir choisi parce que ils trouvent que leur paire de pompes est mieux, ou que je sais pas quoi. D'accord, cool. Et je pense que ça aide aussi, en fait. C'est des petits trucs, mais en fait ça aide à ce que la classe elle soit plus unis, quoi, parce qu'en fait ils sont obligés en fait d'aller les uns vers les autres grâce à la magie du hasard, quoi, sans avoir eux décidé des a priori sur les autres, quoi. Ouais, le mélange c'est vachement cool, de les mélanger, du coup ça ouvre aussi leur esprit, et
forcément à la sensibilité des gens de leur équipe aussi. Ouais, c'est cool, très très cool. On a beaucoup évoqué le fait que tu faisais des cours de générique. Et du coup, t'es cofondatrice aussi d'une association We Love Your Names. C'est ça, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, alors comme je le disais en fait, quand j'ai commencé à donner des cours à Gobelin, c'était pour faire un cours sur l'histoire des génériques de films. Et c'est parce que donc, Hervé Tissot m'avait demandé donc de faire ce cours, et parce qu'il avait vu à l'époque une conférence sur les génériques à Typo Berlin. Voilà. Et il avait trouvé ça trop bien, et voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le cours, donc lui, il était à fond dedans, et après, donc, il était proche il est proche de Michel Bouvet. C'est un affichiste qui donnait des cours à un moment à Penningen d'ailleurs, et qui est commissaire d'exposition sur le mois du graphisme d'Échirolles, qui est un festival, c'est une biennale de graphisme à Échirolles. C'est une ville à côté de Grenoble. Et donc en fait, comme il était pote avec Michel, Hervé, il lui a parlé en fait de ce cours sur les génériques, et Michel, il a trouvé ça très chouette. Et en fait, il me connaissait en fait parce que j'étais son ancien élève, et donc il nous a dit ok, faisons une programmation. On n'a qu'à programmer une projection sur les génériques à Échirolles. Et donc voilà, donc on a fait ça. C'était en 2008. Ok. Ça remonte, hein, mon Dieu. Ouais, et donc en 2008, on a fait une projection de générique, et c'était horrible. Ah. Je sais pas s'il faut que j'en parle, mais c'était horrible. Parce qu'en fait, on avait fait un test quelques mois avant, et avec un câble, parce que c'était à l'ancienne, quoi. Et donc le câble, il était branché à mon ordi, sauf que le câble, c'était plus le même câble quand on est arrivé le jour de la projection, et donc en fait il marchait plus, et donc en fait la projection, elle a mis 1 heure, on a eu 1 heure de retard, donc les gens étaient pas très contents. Et en plus, ce truc qu'on a trouvé, c'est que j'avais un élève de Gobelin qui était là, et donc il avait ramené son ordi, et donc en fait on lançait le son avec son ordi et on lançait l'image avec le mien. Enfin c'était horrible. On était obligés de synchroniser tous les deux, et en fait au lieu d'être devant tout le monde, on était tout derrière. Donc j'ai lancé mon truc, j'étais derrière toute la salle, donc c'était un peu bizarre. Et voilà. Et par contre, c'était catastrophique, quoi. Donc, mais ça a plu à des gens. Et non, et au final, ça a été un succès quand même. Et donc, et en plus, pour cette projection en 2008, j'avais invité Kunsel et Dega qui ont fait le générique de Catch Me If You Can. Ok, cool. Et j'avais invité Eric Brochery, qui fait tous les génériques de Cédric Clapiche. Ok, d'accord. Et en fait, on s'est super bien entendus, tous. Et en fait, quand on est rentré en train, on était avec Eric, je me souviens, et on s'est dit, mais il faut faire un truc, quoi. En fait, c'était bien cette projection. Bon, c'était catastrophique à cause des problèmes techniques, mais sinon c'était trop cool. Et puis personne ne fait des trucs sur les génériques, il faudra absolument. Voilà, on était dans cette énergie-là, et en fait, on s'est dit, allez, on monte une association. Et donc, on a commencé à vouloir monter l'association, même avec Kunsel et Dega qui ont trouvé le nom de l'asso. Ok. C'est eux qui ont trouvé We Love Your Names, qui est un super. Je trouve que c'est un super nom d'association, c'est super chouette. Et donc, pourquoi We Love Your Names? Donc, c'est juste parce que les génériques, ça crédite les noms des gens. Ouais. Et voilà. Cool. Et après, en fait, Kunsel et Dega sont partis parce qu'en fait, ils se sont dit, à l'époque, ils se disaient que en fait, ça les embêtait en fait de promouvoir les génériques, alors qu'en fait, eux-mêmes voulaient en faire ou en faisaient. Ok. Voilà. Mais donc on a monté la sauce avec moi, Eric Brochery, donc Hervé Tissot, Magali Lambert, Anne Meige, Jérôme Instinct. Et voilà. Et en fait, c'était parti. Après, on a fait plusieurs projections au mois du graphisme d'Échirolles, parce qu'ils ont bien aimé finalement quand même ce qu'on faisait. Et après, pareil, en fait, c'est Michel Bouvet toujours. En 2014, en fait, Michel Bouvet, il a organisé la fête du graphisme. Voilà, c'était la fête du graphisme. Ça a duré 2 ans, 2014, 2015, 3 ans.
Et c'était une belle initiative, mais ça a duré que 3 ans. Donc c'était une fête autour du graphisme à Paris. Et donc, il y avait des expos d'affiches, il y avait, je sais plus, il y avait du design graphique divers, global, quoi. global et tout ça. Et donc, il organise en 2014 la fête du graphisme. Et en fait, il se dit, voilà, on va exposer des affiches, divers travaux de graphistes, de designers graphiques, etc. Mais on aimerait aussi donc faire une nuit du générique. Et donc il nous demande quoi d'organiser ça. Et donc on a commencé à organiser la nuit du générique grâce à la fête du graphisme et Michel Bouvet. Et donc c'était au MK2 Bibliothèque à l'époque. Et ça a duré du coup 3 ans. Et puis en fait après la fête du graphisme s'est arrêté et on s'est dit mince, comment on va faire? Parce que c'était eux en fait qui nous avaient trouvé la salle. Enfin nous on organisait le truc mais on payait rien quoi. D'accord. On était un peu embêtés. Et Alexandre Wiomtilski, qui est un spécialiste des génériques. Ah oui, tout à fait. Qui est un ami à nous, qui présente la nuit du générique depuis les débuts, nous dit moi je connais bien des gens aux formes des images, faudrait quand même qu'on parle de ce qu'on fait quoi, parce que ça devrait leur plaire. Et en fait on a rencontré l'équipe du Forme des images et ils ont accroché avec ce qu'on proposait. Et donc, ils nous ont proposé en 2017 de faire une nuit du générique chez eux. Et pareil, en fait, là, c'est trop bien parce que en fait, tout est gratuit, quoi. Nous, on paye rien. La salle, elle est super belle. C'est la salle 500, là, elle est super. En plus, le Forum des images, c'est hyper central. Et voilà. Et depuis, on fait ça tous les ans parce qu'on s'entend bien avec les gens du Forum des images. Ils sont super sympas aussi. L'équipe est chouette. Et voilà, donc on rebelote pour 2022. Ah, cool. Du générique tous les ans, là. Enfin, sauf, il y a eu la pandémie qui est passée par là, mais... Ouais. Super. Donc, c'est la première de nouveau depuis la pandémie? Non, c'est la deuxième. Enfin, alors, été aussi 2020, on n'a pas fait. Et 2021, on a fait... alors, le Forum des images nous a proposé de filmer dans la salle 500, mais 100 personnes. Et donc voilà, et donc on a filmé et ensuite on a retransmis un peu plus tard. Et donc c'était avec Laurent Brett, qui est la personne qui fait le plus de générique en France, qui est très... Enfin, c'est le seul qui vit du générique et qui fait plein de génériques super chouettes. Voilà, avec une petite équipe. Et puis bon, il y avait toujours Alexandre Wiomtilski et Rafik Djoumi, qui est un puits de science en cinéma, surtout cinéma fantastique et tout ça, mais pas que. Il est super ce mec. Et voilà. Et l'année, mais c'était un peu dommage quoi, parce que c'était pas avec enfin c'était bien, c'était mieux que rien, mais c'était un peu triste parce qu'il y avait pas de public quoi. Ouais. C'est un peu bizarre de faire ça sans public. Et en même temps c'était chouette. Enfin genre on était hyper contents de se voir et de faire quelque chose quoi quand même. Coûte que coûte quoi. Mais en même temps sans personne c'était un peu genre. Voilà. Donc j'espère qu'en 2022 il y aura du monde. Ah oui, on croise les doigts, cool. Ouais. Super cool. C'est vrai que pour nous, on est aussi une association depuis quelques années et on se rend compte que ça prend quand même pas mal de temps, tu vois. Nous, dans l'équipe, on est beaucoup de freelance, donc on arrive à se libérer du temps aux journées pour faire de la com ou faire des visios de préparation et tout ça. Mais comment, avec du coup le job à Gobelin, t'arrives à gérer l'asso, le job, la vie perso avec les enfants aussi à côté? C'est dur. Chaud. Franchement, c'est hardcore, mais bon. Là, tu vois, parce que en fait, pour les gens qui adhèrent à notre association, je promets une affiche du prix Rosalie, parce qu'on décerne le prix Rosalie du meilleur générique français tous les ans. Et donc là, je vais mais je les ai toujours pas envoyés. Je vais profiter de Noël là, pour envoyer mes affiches. Mais ouais, c'est dur parce que ça me fait marrer parce qu'en fait, quand j'avais pas d'enfants et tout ça et que j'étais freelance aussi, enfin, je disais ah ouais, oui, la Vietnam ça prend tellement de temps et tout, c'est trop. Et en fait maintenant c'est genre j'ai pas de genre c'est pire quoi. Mais bon. Mais après je suis pas toute seule, on a une équipe hein, il y a toujours Hervé donc voilà, dans l'équipe qui est vice-président. Et puis, en fait, pour être très honnête, c'est beaucoup d'anciens élèves de Gobelin qui sont dans l'équipe aussi. Et puis, Grégoire Pierre qui m'avait prêté son mémoire, il est trésorier de l'association.
Ok. Donc voilà. Mais c'est vrai que ça prend du temps, quoi. Et oui, bah, je suis d'accord, enfin, une asso, c'est génial, mais ça prend du temps. Mais en même temps, c'est vrai que, enfin, ça permet de découvrir des génériques. Donc ça, c'est chouette, parce que, enfin, tu vois, c'est du temps aussi que tu te dis, bon, bah, au moins, je suis obligée, en fait, de faire une veille et tout ça, donc je trouve ça cool. Ouais, Ça c'est vrai. permet de rencontrer des gens hyper cool aussi, parce que, enfin, puis même tout le truc de l'association, même si on se voit pas tout le temps, mais bah, Hervé, tu vois, enfin, je suis trop contente de pouvoir continuer à le voir et tout ça et je pense que l'association ça joue. Noémie Jolle, c'est une de mes anciennes élèves, une des secrétaires de l'asso, et en fait on continue à se voir un peu grâce à ça. Enfin, je sais pas, du coup c'est assez chouette. Et puis en fait, moi, c'est clair qu'en fait, je pense que ça me met aussi, ça me donne un peu de, enfin comment dire, mais je pense que c'est hyper complémentaire avec mon travail en fait de coordinatrice et de prof en fait. Hmm. C'est vrai que ça a du sens en fait tout ça ensemble. Donc enfin en fait c'est toujours dans enfin c'est pour soit pour C'est de enfin la c'est dans la transmission, transmission, quoi. Ouais, c'est de la tout à transmission dans fait. tous les sens. Trop Dans bien. tous les cas. Oh là là. Ouf. Ouais, on est vendredi, hein, c'est normal, hein. Faut pas trop m'en Et en demander. plus, on se fait... avec tout ça, il y a des gens qui viennent faire des podcasts en plus, alors ça prend encore du temps. Horrible. Oui, tu me parlais du prix Rosalie. Donc, Oui. vous discernez le meilleur, un prix pour le meilleur générique français chaque Ouais, année, c'est ça? ouais, ouais. Ah, trop cool. Oui. Alors après, c'est pas facile parce qu'il faut trouver, non, il faut trouver les génériques parce qu'en fait, on fait de la veille. Donc voilà. Et en fait, c'est le meilleur générique de film ou de série. À la base, c'était film, et puis après, on a quand même élargi la série. Voilà. Mais, euh, mais oui, bah en fait, on a fait ça. À la base, j'aime pas les récompenses. J'aime pas dire qui est le meilleur. Je déteste ça. Mais en fait, on s'est dit que c'était quand même un bon moyen de valoriser le travail des réalisateurs et réalisatrices de génériques. Et donc, c'est pour ça qu'on le fait. Ok. Voilà. Et c'est vous le jury alors, c'est ça? Non, 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 Ok, non, non, d'accord. non. Nous, on sélectionne, en fait. Enfin, on regarde, on essaye de sélectionner le maximum de génériques qu'on a vus dans l'année. Ok. Et après, on les soumet à un jury de professionnels. Donc, c'est des gens du milieu de l'audiovisuel et du graphisme et du motion design. Enfin, voilà, je sais pas, on essaye de montrer à des producteurs de cinéma, enfin de films, des réalisateurs ou réalisatrices, des monteurs, monteuses, compositeurs de musique, enfin bref, et aussi à des graphistes, voilà, on essaye d'avoir un panel un peu large, quoi. Ok. Mais c'est pas nous qui décidons, hein, parce que sinon c'est un peu bizarre quand même. Est-ce que c'est toujours Laurent Brett qui gagne du coup, vu que c'est le seul qui fait des... Non, 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 non. Non, Laurent Brett, il a gagné l'année dernière. Alors c'était super drôle parce que j'étais genre, oh, bah ça tombe bien, parce que il était invité à la nuit du générique pour parler de ton boulot, et en plus il a gagné le prix Rosalie, donc Voilà, d'accord. c'était pratique. Mais sinon, non, l'année d'avant. Alors attends, si tu veux, je peux te faire le palmarès. Il est sur notre site. Ah oui, c'est ça déjà. Nina Lou Giacchetti, une ancienne élève de Gobelin, qui a gagné pour Paris est à nous en 2020. Trop bien. Michel Gondry qui a gagné en 2019 pour la série Keating. Mm. Donc tu vois, enfin là on prend large aussi. Ok, Keating c'est pas une série française, mais le créateur est français, donc on l'avait quand même mis dans la Oui, bien liste. sûr. Ouais. Mm. Et il y avait Batmanu qui est un réalisateur de générique aussi, mais il fait pas que ça, pour Retour à Montauk en 2018. Anaïs Mack pour Divine en 2017. Et en fait, la première fois qu'on a fait le prix Rosalie, c'était il y a très longtemps, en 2013. C'était Michael Lepers pour La Vierge, les coptes et moi. Voilà. D'accord, ok. Ouais. Mais donc non, il y a quand même, Laurent Brett fait tout, enfin fait arrive à vivre du générique, et c'est le seul. Mais après il y a des gens qui font des génériques, mais qui font autre chose à côté, quoi. En fait, qui n'arrivent pas à en vivre parce qu'en fait le Mm. générique c'est pas facile économiquement. Ouais, ça rejoint la question de Sébastien Corda qui nous a envoyé. Bon, du coup, ouais, s'il existe du coup en France des noms de studios ou d'artistes orientés vers la conception de générique. Donc, artiste, on en connaît au moins un. Et il fait du coup ouais, le parallèle avec le studio Elastic qui est aux US et qui fait Ouais. plein masse de génériques. Ouais. Bah non, malheureusement il n'y a pas de élastique en France, non. Non, il y en a pas. Non, non. Donc ouais, il y a Laurent Brett qui fait beaucoup de génériques, mais ils sont vraiment une toute petite équipe, hein.
enfin, je sais qu'ils travaillent régulièrement enfin tout le temps en fait, avec Jérémy Tosseguini, et qu'après ils ont quelques freelances à côté avec eux, mais voilà quoi. Ok. Ensuite, bah il y a la brigade du titre aussi, c'est Olivier Marchesi et Mathieu De Carli qui font des génériques, mais pas que, mais ils font aussi d'autres choses. Mais ils en font quand même pas mal, ils sont connus pour ça. Et après, franchement, il y a Gilles Pointeau qui en fait aussi un petit peu. Voilà. Bah, Tom Kahn, tu vois, par exemple, Tom Kahn, tu te dis, le gars, il a fait le générique de Enter the Void de Gaspard Noé. C'est un super générique. Quand le générique est sorti, mais genre tout le monde en a parlé. Il a été plagié par Kanye West, le mec, quoi. Donc tu te dis, bon. Et en fait, enfin, tu vois, il est plagié par Kanye West, quoi. Enfin, donc c'est, et je sais pas, genre Tarantino, il a dû dire que c'était le meilleur générique qu'il ait jamais vu de sa vie. Enfin bref, je sais pas, le truc, il a été plébiscité partout. Et bah voilà, bah il y a juste Gaspard Noé qui bosse avec lui. Alors, enfin, Gaspard Noé a un œil et il s'intéresse au graphisme et tout ça et à la raison d'être du générique, donc il bosse avec Tom Kahn. Mais sinon, ou alors les gens l'appellent, je crois, mais avec zéro budget, quoi. Donc bon. Ok, ok. Ouais, c'est vraiment une autre économie, quoi, par rapport aux US, du coup. Moi, j'avais entendu dire, je sais plus qui c'est qui m'a dit ça, mais que du coup, les génériques de Elastic, bah, du coup, tu les reconnaissais directement, quoi. Tu savais tout de suite, parce que c'était soit le même style, mais ils avaient vraiment cette uniformisation pareille dans tous les génériques qu'ils faisaient, quoi. Ouais, élastique. Bah après, il y en a quand même qui sortent un peu du lot, mais c'est vrai que c'est souvent de la grosse 3D avec des tout petites typos en linéal là. Et après avec des super effets de lumière et tout, c'est hyper pompeux, c'est genre waouh, ça t'en met plein la figure. Mais c'est vrai qu'après c'est souvent un peu pareil. Mais ils font des choses, enfin ils font pas que ça, enfin ils font pas, ouais, ils font quand même pas que ça. Puis en fait ils travaillent avec plein de gens. Bah d'ailleurs ils travaillent, enfin là typiquement j'avais vu qu'ils travaillaient avec une italienne qui s'appelle Margherita Premoroso, que j'aurais bien voulu inviter, et qui est plus vraiment anime tradi, qui fait des trucs super beaux. Mais donc pas du tout 3D machin. Et là, je sais que par exemple, ben, Nina Lou Giacchetti, là, qui a eu le prix pour Parietano en 2020, elle avait aussi été élue meilleure générique de l'année par la plateforme Art of the Title, là, qui est un site internet qui parle de générique. Et en fait, du coup, elle a été repérée par Elastic. Et Elastic lui, enfin, je sais qu'elle bosse, je crois, en ce moment avec Elastic. Ok. Alors je sais pas si les projets enfin je sais pas ce que c'est comme projet et si ça va vraiment sortir et tout ça, mais enfin je sais qu'ils ont un peu les grosses têtes quoi, qui sont hyper connues et qui sont aux États-Unis et tout ça, mais après aussi ils essayent de trouver des talents un peu différents et de les choisir par rapport à leur direction artistique justement qui est pas tout à fait pareil que ce qu'on connaît d'eux quoi. Ok, ok, ça marche. Est-ce que toi t'as la définition d'un bon générique? Ce serait quoi un bon générique de film ou de série? Un bon générique, bah après il y a des génériques où la musique est pas si importante et c'est pas grave, mais bon on va dire que de toute façon il y a, mais bon si on doit faire une généralité, c'est une séquence qui met en avant quand même la musique, où il y a un vrai rapport image-son hyper agréable à découvrir, ou en tout cas hyper étonnant plutôt, plus que agréable, parce que des fois étonnant c'est mieux qu'agréable, et qui met bien en valeur quand même le nom des gens, parce que c'est vrai que des fois c'est un peu dommage, je trouve, de les passer à la trappe, parce que c'est vrai que, enfin je sais pas, c'est quand même une façon de mettre en avant le travail collectif quoi, donc voilà, et qui introduit bien sûr le film à suivre quoi. Ce qui est pas forcément enfin, c'est pas si simple que ça, le film ou la série. Ouais. Y a un générique toi qui t'a marqué récemment ou depuis que tu t'y intéresses au générique? Alors bah, le générique qui m'a le plus, enfin il y a plein de On génériques. parlait de Enter the Void tout à l'heure. Ouais, bah Enter the Void pour le coup, il est assez fou, et ouais il est assez fou. Il y a par exemple, je sais pas moi, oui je sais que Fargo, le générique de Fargo, je l'aime beaucoup parce qu'il m'a beaucoup marqué parce que ça a été toute une histoire personnelle on va dire, parce que je sais pas, Fargo le film en fait. Il est assez simple, mais j'adore ce générique depuis que j'ai vu Fargo au cinéma. Donc c'était quand il est sorti, donc ça remonte. Et en fait, j'étais jeune à l'époque, car c'est un film qui date de 94. Et en fait, je me souviens que quand il est sorti le film, bah il y avait pas, enfin moi j'avais vu le film,
Et je m'étais dit, mon Dieu, mais c'est quoi ce film? Parce que, en fait, justement, le générique de début, il commence par This is a true story. Et après, ça enchaîne direct avec le générique, avec la musique de Carter Burwell qui est hyper intense et tout, enfin hyper triste. Et puis c'est juste, en fait, c'est juste une prise de vue, mais avec la typo. Et là, c'est hyper sobre, en fait. Il y a juste un jeu sur la typo avec les lettres qui sont très éloignées et tout ça. Et du coup, tu sens vraiment le truc où les gens, ils sont seuls et misérables, un peu, c'est genre dans une grande étendue de neige. Et donc, t'as du brouillard, enfin, t'as juste du blanc quasiment, puis d'un coup, tu vois une voiture au loin. Et enfin bref, donc c'est très emphatique et c'est très, tu sens vraiment que les gens ils sont seuls et dans un endroit très froid quoi. Et en plus, et donc après ça te dit This is a true story. Et après donc tu vois un film horrible avec des meurtres et tout. Enfin bref, mais ça te disait au début que c'était une histoire vraie quoi. Et donc moi je m'étais dit bah c'est une histoire vraie donc voilà. Mais en fait j'avais pas vu mais que le générique de fin, mais à la fin du générique de fin quoi, le truc où en fait tu restes peut-être, mais tu ne regardes pas la dernière ligne du générique de fin. Et ben en fait, il y a marqué qu'en fait, c'est pas vrai, c'est une histoire fausse. C'est pas une histoire vraie. On t'a menti. Ok, ah Mais oui, moi, je l'avais pas d'accord. vu, du coup, quand je suis allée le voir en 94. Et donc, j'ai cru que c'était une histoire vraie pendant des années. Et en fait, j'ai appris que c'était pas une histoire vraie quand la série Fargo est sortie. Ok. Et donc, ça remonte pas à si longtemps. Ouais. Et quand la série Fargo est sortie, et que la première saison, elle était un peu similaire au film, je dis, mais c'est pas... Enfin, qu'est-ce que c'est que ce truc quoi. Et du coup j'ai regardé, j'étais ah ben non en fait c'est pas une histoire vraie. D'accord. Et j'étais putain mais ils se sont foutus de la gueule pendant tant de temps quoi, mais pendant tant d'années quoi. Et même les élèves tu sais je leur disais oui, non mais même les élèves je leur parlais du film et je leur disais oui c'est une histoire vraie et tout et en fait non. Oh là. Et ah voilà. Les sources. Voilà, donc ce générique je l'aime bien parce qu'il s'est bien foutu de ma gueule. Voilà. Ok. Et c'était le plan d'introduction aussi du film, du coup, avec la voiture, c'est ça? Ouais. Tout au début. Ok. Ah oui, c'est marrant comme histoire. Donc Fargo, ouais. Au niveau donc c'est vieux. du générique. Et puis c'est pas un générique qui en met plein la vue visuellement, mais je l'aime vraiment bien. Et après, oh là là, je sais pas, il y a plein de génériques que j'aime bien, alors j'ai du mal à... bah je sais que, enfin, c'est bête, mais enfin parce que je veux pas faire la promo, mais c'est vrai que celui quand même de Nina Lou, enfin, celui pour Parietano de Nina Lou, je l'aime beaucoup. Ah si, et je sais en fait. Non mais en fait si, je sais. Il y a deux génériques que j'aime vraiment bien. Il y a un studio chilien. Attends. Il y a un générique qui est sorti en 2018 que j'avais beaucoup aimé parce que je trouvais que le traitement de la typo était super intéressant. C'était donc Princesita. Princesita. Ouais, Princesita, que vous pouvez trouver sur Art of the Title. En fait, c'est un film chilien et c'est un studio chilien qui a fait le générique qui s'appelle Smog. Et franchement, je le trouve super beau. En fait, c'est de la typo, elle est faite en fil qu'ils ont tendu en fait. Et après, donc c'est vraiment de la prise de vue réelle qu'ils ont ensuite rotoscopé. Mais du coup, ça fait un super bel effet. Oui. Enfin, tu vois, assez inattendu. Enfin, c'est un traitement de la typo que t'as pas vu 50 000 fois et qui est super beau, quoi. Ok. Ça, je sais que j'avais bien aimé. Est-ce que t'as vu le film du coup après ou t'as vu juste Même pas, juste le générique. Oui. Donc en fait, quand je te dis qu'il faut qu'il introduise bien le film, en fait, tu vois, là, je sais même pas en fait s'il introduit bien le film parce que j'ai même pas vu le film. Oui, donc en général, il faut quand même qu'il y ait une résonance entre le générique et le film, oui. quoi. Oui. Un minimum, quoi. Oui. Ok. Est-ce que parce que là, on parle de générique de début de film. Est-ce que il y a une évolution sur le traitement du générique de fin ou pas forcément Quand même, le générique de fin, ça passe de plus en plus à la trappe quand même, non? Enfin, après, sauf exception, genre où t'as Marvel des fois qui peut-être que tu restes jusqu'à parce que tu sais qu'il y a un truc derrière quoi. Non mais bon, mais c'est quand même rare quand même. Et puis en plus, et dans les séries télé, de toute façon, le générique de fin il est squeezé, tu le vois même pas. Donc, après, il y a quand même le générique de fin notable et qui était d'ailleurs super beau, qui a été fait très récemment là. C'est le générique de fin de la série de Queen's Gambit là. Où il n'y a pas de générique de fin jamais, sauf le dernier épisode de la série, où c'est un générique assez chouette, et c'est Saskia Marca, en plus une Allemande, qui l'a fait. Je voulais l'inviter à la nuit du générique cette année, mais elle a dit non à cause de la pandémie, elle ne veut pas prendre de risques. Ah mince. Mais c'est vrai qu'en même temps,
inviter les gens en ce moment, c'est un peu compliqué parce que c'est sûr qu'avec les frontières un peu fermées partout là où les gens. Oui, c'est compliqué. Ouais. C'est super compliqué. Ouais. Mais donc ouais, ça arrive. Là, tu vois, par exemple, The Queen's Gambit, ils se sont dit tiens, on va quand même faire un générique de fin pour le dernier épisode, ce que je trouve chouette. Et c'est souvent les mêmes raisons en fait. C'est souvent ils veulent que les spectateurs ils ont vécu une histoire pendant plusieurs heures, etc. Et donc ils veulent leur laisser une petite surprise pour la fin, quoi, ou alors un petit sas de décompression. Je trouve ça assez chouette, mais ça arrive, quoi, mais c'est quand même assez rare au final les génériques de fin. Ce que j'ai adoré aussi, alors c'est pas générique graphiquement parlant, il y avait rien de spécial, mais j'ai adoré. C'est Annette de Léos Carax là qui est sorti cet été. À la fin, en fait, c'était déjà le film, je l'ai trouvé chouette. Enfin, il est pas parfait, mais il est quand même super intéressant. Et bon, et en plus, c'est vraiment sur le spectacle, quoi. Donc, tu sais, au début, c'est une comédie musicale. Au début, ils te prennent par la main pour te dire, mais oui, Star, tu pars avec eux, quoi. Et à la fin, en fait, il y a le générique qui commence, et juste fond noir, typo, qui déroule, qui défile, et puis en fait, t'attends un petit peu, et en fait, il y a toute l'équipe du tournage en fait qui est dans un champ la nuit avec des lampes chinoises, enfin tu sais des lanternes chinoises. Ah, les lanternes, ouais. Et ils te disent au revoir et ils disent ouais, parlez, si vous avez aimé le film, parlez-en à vos amis, à vos proches. On était super cool. Enfin je sais plus. Enfin ils te racontent tout un truc et je trouve ça hyper chouette. Enfin moi j'étais genre trop cool quoi. Enfin ça dit merci à l'équipe, ça dit merci aux spectateurs. C'est une mise en abîme du spectacle. Enfin, j'ai trouvé ça super chouette et super émouvant limite. Enfin, j'étais trop contente quoi. Ça m'a empli de joie pendant ma journée. Mais sérieusement. Ok, donc c'est le générique de fin de Annette, hein, c'est ça? Oui. Sur la fin de Annette. Et donc pas graphique, mais juste une façon de dire merci que je trouvais chouette. Un peu émouvant quoi, sur la fin de. Ouais. Ok. Ouais, c'est vrai que quand je pense au générique de fin, je pense souvent aux films d'animation justement. Ah oui, les Pixar. Tu retrouves un peu les personnages et il y a d'autres scènes, des mini-scénettes pendant que ça défile. C'est marrant. Ouais. Puis ça fait plaisir, t'as envie de rester jusqu'au bout. Et, oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. C'était sur Lucas, je crois, le dernier que j'avais vu. Et ouais, tu restes tout le long, quoi, parce que t'as du coup des bribes sur la suite de l'histoire, en fait, aussi. C'est assez marrant. Okay. Et ouais, moi, par exemple, pour le générique de début, mais ça va un peu en contradiction avec ce que tu disais sur mettre en avant les noms des personnes qui ont participé au film. C'est le générique de début de Deadpool 2, je crois, ou Deadpool 1, où c'est pareil, c'est de la full 3D et c'est des vachement gros plans et tu passes dans la scène de l'accident de la voiture qui se passera plus tard dans le film. Et t'as, au lieu des noms, t'as le méchant ou bien le traditionnel, comment on appelle ça, le caméo qui est toujours là dans les Marvel, le caméo qui revient tout le temps. Enfin, il y a à chaque fois des petits clins d'œil comme ça. Ça m'avait du coup marqué un peu ce générique-là, mais ça rend pas du tout hommage pour le coup à tous les créateurs. Après, je dis ça, mais en fait, il y a plein de façons. Enfin, tu vois, il y a plein de génériques cool et ils remplissent pas forcément toutes les. Enfin, je sais pas. Oui, toutes les cases. Oui, il n'y a pas une checklist de génériques à respecter, c'est clair. C'est clair. Est-ce que du coup, toi, il y a des projets à venir concernant l'association ou l'école ou Ouais, projet à venir pour l'association. Il y a la nuit du générique, donc, qui va arriver le 30 mars 2022. Donc, venez nombreux et nombreuses. J'espère que le Covid ne sera pas trop virulent à ce moment-là, on va dire. Croise les doigts. Ouais. Et donc normalement 30 mars au Forum des Images, salle 500, c'est gratuit. Donc venez. Et normalement aussi, il devrait y avoir le festival Motion qui va se tenir à Nantes. Oui. Et je devrais y participer aussi avec mon association pour faire une Trop bien. conférence. Voilà. Donc venez aussi. C'est gratuit aussi normalement. Donc voilà. C'est vrai que vous étiez passé au Motion Plus Design aussi cette année. Ah oui, j'ai fait une petite apparition. C'est Cook qui est un ami
et puis c'est vrai qu'en fait, quand quand il a monté Motion Plus Design, c'était un peu en parallèle de moi où je montais We Love Your Names. Mais disons que lui, on n'a pas du tout géré notre association de la même façon, quoi, parce que lui, c'est incroyable ce qu'il fait. Nous, on est une petite asso et on n'a pas des ambitions de faire plus, quoi, mais je suis assez admirative de ce qu'il a réussi à faire, franchement. Ça a une grande ampleur, Ouais. le motion plus design, c'est assez dingue. Ouais. Donc une petite apparition au Motion l'année prochaine de prévu, voilà. quoi. Cool, super. Et puis pour l'instant c'est tout en fait, hein. Mais c'est déjà pas mal. Ouais, c'est cool. C'est déjà un programme chargé. Oui. Est-ce que, on en a un petit peu parlé, mais est-ce que tu voudrais nous partager peut-être une autre œuvre qui te passe dans la tête, qui t'a inspiré ou qui t'a fait réflechir ou donné envie de faire ce que tu fais maintenant? On a parlé de Fargo, peut-être. C'est peut-être ça, c'est peut-être autre chose. Non, ce qui m'a donné envie de faire du motion design, ou alors parce qu'en fait j'ai fait un peu de motion, mais j'en ai pas fait tant que ça au final. J'enseigne plus que je ne fais. Mais ce qui m'a vraiment vachement inspiré quand j'étais jeune, c'est Michel Gondry et Chris Cunningham. Mais je pense que je suis pas la seule de ma génération à avoir été ébahie par leur clip en fait. Michel Gondry, d'ailleurs Michel Gondry, du coup, quand on lui a donné le prix Rosalie là, en 2019, et j'étais hyper contente, et en fait on a galéré à trouver, parce que en fait il a eu le prix, mais après la question c'était comment on le joignait, et donc je sais plus comment on a réussi à trouver son contact, mais c'était assez compliqué, et finalement il a répondu, et j'étais trop contente en fait qu'il réponde, et en fait il était bien sûr pas à Paris quand on a dû décerner le prix, et donc il m'a donné rendez-vous, il m'a dit mais je reviens en septembre, donc j'étais ok. Donc en septembre je le recontacte, et donc il m'a donné rendez-vous pour que je lui donne le prix Rosalie, et donc j'étais trop contente parce que je rencontrais vraiment le mec qui m'avait le plus scotché, quoi, quand j'avais 20 ans, quoi. Mais genre franchement j'étais fan de Michel Gondry, j'adorais. Mais comme beaucoup, je regardais tous ses clips, j'étais genre comment il fait, mon Dieu, quel être incroyable, et quelle poésie et tout ça, parce que ses clips ils sont quand même complètement fous, quoi. C'est clair. Et Chris Cunningham aussi, c'était chouette aussi. Je sais pas si tu vois Chris Cunningham, c'était la même époque, mais c'était les clips, c'était genre All Is Full of Love de Björk là avec les robots. Oui. On dirait que c'est Westworld en fait. C'est Westworld mais version années 90. Ouais, c'est ça. Mais non, mais en plus clairement Westworld, ils se sont complètement inspirés de ce clip. Mais donc voilà. Mais ouais, ça c'est vraiment les deux personnes qui m'ont donné envie de faire des choses. Qui t'ont inspiré, quoi. Ouais. Ok, voilà. Cool. Quel est ton apéro favori maintenant, sans transition? Mon apéro préféré, c'est qu'est-ce que c'est? Ah oui, du coup, j'ai pas réfléchi, mais c'est le spritz, même si j'en prends pas souvent, mais j'aime bien. Ok, le spritz, ouais, cool. Avec quelque chose à grignoter ou juste spritz? Non, ouais, juste le spritz et des cigarettes. Les cigarettes, aïe aïe aïe. Ok, spritz, cigarette. Non, c'est... Écoute, merci beaucoup, ça m'a fait super plaisir de pouvoir discuter avec toi. Moi aussi. Et de voir du coup un peu ton parcours et tout ça, c'est trop cool. Est-ce que toi t'aimerais voir quelqu'un de particulier peut-être sur le podcast dans un prochain épisode? Oui, alors ça aussi j'y ai réfléchi, mais alors je me demandais juste, est-ce que je peux proposer un collectif d'artistes? Oui, toujours. Ça peut être dur à mettre en place, mais clairement avec plaisir. Ils vont pas pouvoir tous parler. Mais... non, en fait, ouais, j'ai pensé à Humbo. C'est un collectif d'artistes qui réunit plusieurs motion designers et motion designeuses. Et en fait, bon, dans le lot, il y a une majorité d'anciens élèves de Gobelin. Mais je les trouve hyper talentueux, et en plus, je trouve ça chouette en fait ce qu'ils ont réussi à faire, en fait, parce qu'ils sont sortis il y a 6-5 ans de l'école à peu près. Okay. Il y a Waylan aussi dans le lot, et lui il a fait un BTS et je sais pas quand est-ce qu'il est sorti. Mais en fait je trouve ça chouette, parce qu'ils partagent des locaux ensemble, ils collaborent ensemble, ils font bien sûr pas que des boulots qui les transportent tous les jours, mais ils essayent d'avoir une pratique
personnel aussi à côté des commandes, etc. Enfin, et je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont trouvé un bon équilibre quand même justement en tant que, enfin, dans leur travail, quoi, entre des projets qu'ils aiment faire, des projets plus de commandes peut-être des fois un peu moins intéressants, et des projets de commandes intéressants aussi. Enfin bref, et le fait aussi qu'ils soient tous ensemble, qu'ils se fédèrent, quoi. Je trouve que ça leur donne une certaine force, et donc je me disais que ça pourrait être intéressant de les interviewer. Ah ouais, carrément. Voilà. Dans le collectif, en fait, il y a Maxime Bousquet, Marion de Chézel, Romain Gauthier, Benjamin Geffroy, Nina Lou Giacchetti, Melvin Le Riboter, Anaïs Mack et Wellan. Ok. Voilà. Ouais, cool. Ouais, ça peut être grave intéressant. Ça peut être super intéressant. Et puis tu vois, aussi c'est la notion de collectif que je trouve cool. Enfin, en fait, ouais. Ouais, je trouvais ça chouette. Bah oui, c'est clair, de ouf. Nous, on réfléchit aussi un peu à, justement, vu qu'on est beaucoup de free dans l'association, de pourquoi pas faire aussi un collectif créatif. C'est un peu dans les idées, quoi, mais c'est dur à mettre en place. Parce qu'il faut avoir, enfin, je sais pas, mais du coup, ce serait intéressant d'en parler avec eux, mais avoir une même vision un peu sur ce qu'on veut faire, sur le métier, tout ça. Ouais. Je sais pas, c'est des questions à approfondir, effectivement. Clairement. Du coup, bah ouais, cool. Nous, on peut retrouver du coup les infos de l'association sur le site internet de We Love Your Names. Ouais, c'est ça. Ouais. Globalement. Ouais. Parfait. Vous avez. Ok. Vous êtes présent sur d'autres réseaux aussi. Ouais, on est présent sur Instagram et sur Twitter aussi, mais franchement, on est une association. Et nous ne sommes pas hyper présents quand même sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook aussi, mais bon, Facebook, plus personne ne regarde, je crois. Ouais, du coup, on est là. On ne poste pas très souvent, c'est vrai. Mais on est là quand même. Merci encore beaucoup, Laure, d'avoir pris du temps pour nous parler de tout ça. Merci. Et puis à bientôt si on va au Motion, ça sera avec plaisir d'assister à ton intervention. Ah, merci. Ouais, ce serait trop chouette de vous voir là-bas. Et ouais, merci pour l'invitation. J'étais très, très touchée déjà que le studio iPhone propose de m'interviewer. Et puis, non, mais c'était chouette. C'est vrai. Voilà. Et bravo pour ce que vous faites. Ah, merci, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. À bientôt, Laure. À bientôt, José. Salut. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du Modcast. On espère que ça vous a plu. Un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent et particulièrement à Tristan Le Panier qui a composé la musique de ce podcast. Je vous invite à aller le suivre sur SoundCloud, Tristan-Le Panier, pour découvrir toute l'étendue de ses talents. Merci encore à notre invitée de nous avoir donné de son temps pour cet épisode et pour toutes les infos qu'elle nous a partagées. N'oubliez pas d'aller la suivre sur ses réseaux. Quant à nous, retrouvez les Apéro Motion Design sur Facebook @ApéroMotionDesign, sur Instagram @ApéroMotionDesign et sur Twitter @ApéroMotion. Sur ce, je vous dis à bientôt et restez attentifs pour découvrir de nouveaux quotidiens et parcours de créatifs dans un nouvel épisode du Modcast. Ciao ciao!